je travaillais à l'époque, c'est plus trop le cas maintenant, je travaillais genre 14 heures par jour. Je commençais à 7 heures et genre à 23 heures la journée était finie. On coupera cette partie. T'en fais pas, je ne risque pas beaucoup de choses ici. Enfin, je doute que Poutine regarde podcast tech de Lilian. J'en doute. Et on sait jamais. Si Poutine regarde, tu risques d'avoir des problèmes. Quel est le message que tu donnerais à des gens qui souhaitent se lancer en freelance, qui n'ont pas forcément cette dynamique, ce feu intérieur, tu vois, d'aller chercher le travail, de se donner à fond, de prendre des risques comme tu as pu le faire. Si tu pouvais leur dire quelque chose pour les motiver, tu vois. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. C'est Mamadou Samaké. Il a seulement 20 ans. Il est russe-malien. Il habite à Moscou. Il est développeur et il est en train d'exploser le freelancing game. Salut Mamadou, comment ça va? Salut Lilian, ça va bien, ouais, et toi? Écoute, je suis très très content de faire cet épisode. Et il y a un truc que je t'ai pas dit. Je vais te le dire maintenant, comme ça, tu vois, j'aurai ta vraie réaction, tu vois. Ok. Je discute un petit peu, tu sais, avec mes proches, que ce soit avec des amis, mes parents, un petit peu des étudiants que j'ai et des résultats qu'ils peuvent obtenir, etc. Et des histoires de chacun, tu vois. Et il y a quelques jours, j'ai eu ma mère au téléphone et elle m'a dit comment va ton étudiant le russe? Qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, elle me demande de tes nouvelles. Ah, c'est vraiment sympa. Dis là que je me porte à merveille. Hein. Tout va bien, franchement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Mamadou Samaké. Actuellement, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans depuis seulement un mois. Et je suis russo-malien. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai grandi au Mali jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Et vers les 16-17 ans, je suis venu ici pour suivre des études supérieures en ingénierie. Ouais. Et aujourd'hui, je suis dev, plus développeur full stack pour la boîte que je travaille actuellement. Oui, et donc c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, donc tu as vécu, tu m'as dit, jusqu'à tes 16-17 ans au Mali. C'était comment de grandir au Mali et qu'est-ce qui t'a poussé à venir, parce que actuellement tu habites à Moscou. C'était vraiment que pour tes études. Qu'est-ce qui t'a... Est-ce qu'il y a des super... T'as fait des super... Est-ce que tu peux nous parler de tes études et de cette transition finalement entre le Mali et la Russie? Donc dans un premier temps, grandir au Mali, pour être franc, c'est pas comme les clichés que vous pouvez voir. Parce qu'en vrai, moi j'ai grandi dans une famille qui est assez aisée, dans le sens où mon père, il est programmeur, enfin, chef de la sécurité dans une banque. Donc en soi, nous-mêmes, on a grandi, je ne veux pas dire dans le luxe, mais dans un certain confort. Et au niveau de l'éducation au Mali, à l'école, j'étais une tête. Clairement, j'étais une tête. Je faisais tout mon possible pour être tout le temps dans les 3 premiers. Donc, mes études d'ailleurs se sont très bien passées. Et comme je l'ai dit, donc j'ai passé le bac très jeune. J'ai passé le bac à l'âge de 16 ans. Et j'ai obtenu la mention bien d'ailleurs, ce qui m'a même permis d'obtenir une bourse d'études. Donc pour venir ici en Russie. Maintenant, pourquoi la Russie? Parce qu'en fait j'ai un lien assez spécial avec ce pays, dans le fait où ma mère est une Russe. Donc ça fait qu'on a toujours eu un peu ce lien avec ce pays. On venait ici beaucoup pour les vacances, donc on était un peu attachés. Et donc à l'âge de 16 ans, j'ai fait mes valises et je suis venu ici pour faire des études en ingénierie. Pourquoi en ingénierie? Je me pose moi-même la question. C'était parce que à l'époque, je ne savais pas tout ce que je voulais faire, comme c'est assez commun, j'imagine. Et donc l'ingénierie semblait être, tu sais, d'un point de vue cliché, le futur, là où tu gagnes beaucoup d'argent et tout ça. Donc oui, je suis venu ici et beaucoup de choses ont changé depuis. Mais c'est ça un peu mon parcours éducatif. Maintenant, tu as une question? Combien de temps ont duré tes études à Moscou, du coup, en Russie? Alors, moi, mes études, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai quitté l'université très, très vite. Mes études, en soi, ils ont duré 1 an.
C'est-à-dire après la première année, en début deuxième année, j'ai très vite compris que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Et j'ai très vite compris que au fond, c'est pas la voie que je souhaite emprunter dans ma vie. Et aussi, il faut le dire, je ne suis pas très bien intégré au monde russe. C'est assez triste à dire. Et donc, moi, je n'ai fait qu'une année d'études en ingénierie. Et c'était des études en ingénierie en informatique ou c'était dans un autre secteur? Non, c'était dans un autre secteur, c'était dans l'embarqué. Même si dans l'embarqué, il y a un peu d'informatique, toi, tu comprends que c'est assez vague. C'est plus de l'électronique, de la modélisation 3D, ce genre de choses. Et j'ai envie de dire, parce que j'ai plein de potes qui ont fait la même école d'ingénieur que moi, qui ont fait... D'ailleurs, même moi, j'ai fait, à vrai dire, ma spécialité, c'était électronique et images. Et je me souviens, en deuxième année d'école d'ingénieur, en deuxième ou troisième année, je me souviens plus. Donc, en dernière année d'école d'ingénieur, il y a un prof qui nous dit alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont choisi l'option image ou électronique, système embarqué, parce que vous allez tous finir au chômage? Et moi, j'avais choisi les deux. Du coup, je me suis dit, ça y est, moi, je suis vraiment dans la merde. Doublement au chômage. Bon, moi, exactement. Moi, genre, j'ai pas envie de passer pour un cliché en racontant ça, mais j'ai eu un peu la même anecdote dans le sens où il y a beaucoup de professeurs qui, quand ils m'ont vu, tu sais, ici il y a peu d'étrangers, en vrai, il y a peu d'étrangers ici, donc les gens sont pas trop habitués, surtout les professeurs de l'ancienne école. Donc je me souviens, dans ma classe, il y avait un professeur qui m'avait regardé et qui s'était dit déjà, qu'est-ce que je fais là? Et lorsque je l'ai répondu en russe, et dans un russe parfait et correct, il s'est étonné dans le sens, mais voilà, tu es sûr que tu t'es pas égaré quelque part? Hein? Et donc, ouais, j'ai eu des mêmes quiproquos comme ça, c'est vrai. Donc, tu as fait un an d'études, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Okay. D'accord, donc après ces un an d'études, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le système éducatif russe est vraiment très très chargé. C'est-à-dire que lors de la première année, vous avez 7 matières que vous devez valider. Donc c'est vraiment un système qui est très chargé. Et heureusement pour moi, dans l'une de ces matières, il y avait informatique. Et je me souviens, j'allais donc dans ma classe d'informatique, sauf que j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui te raconte l'informatique comme un sketch. Et donc le mec, il était tellement drôle et il était tellement sympa qu'il a attisé ma curiosité. Et donc moi, j'ai commencé à toucher à la programmation, mais côté système embarqué. Donc j'ai commencé à faire du C, de l'assembleur, du Virigol, du C++. Et en vrai, ça me plaisait assez. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai passé tout mon été en fait à programmer un capteur de température avec un appareil qui s'appelle le DSB18 et je l'ai fait en C et le projet marchait assez bien donc ça a été un peu un succès un succès personnel et donc après ça en fait j'ai compris très vite que je voulais faire de la programmation mais pas dans l'embarqué et c'est là en fait où je me suis mis en mode exploration, c'est-à-dire j'ai fini le C. J'ai fini le C++. Quand je dis fini, c'est bien sûr dans le sens où j'ai pris un cours entier et je l'ai lu de A à Z. Donc j'ai fait du C, j'ai fait du C++, j'ai fait du C#. Après j'ai fait du Java. Après j'ai fait du PHP. En fait, mon état d'esprit à cette époque, c'était ok, tu sais ce que tu aimes, mais tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire concrètement avec. Et donc j'étais en mode on explore un max. De toute façon, ça peut pas être négatif, parce que quand même, tu acquiers des connaissances. On explore un max. Et c'est là où après toutes ces explorations, je suis tombé sur mon langage préféré, qui est le JavaScript, décidément. Et directement, genre, j'ai compris, que c'est le langage que j'aime. C'est pas chargé comme du C, tu sais, genre, en C, par exemple, si tu veux faire un tableau, qui a une dimension flexible, donc en fonction d'une variable i, tu dois déclarer un vecteur et tu dois taper 1 milliard juste de choses pour juste faire ça. Et donc après avoir traversé tout ça, je me suis dit que le JavaScript c'est vraiment un truc que j'aime. Parce que là, t'as même plus à gérer les types. Je veux dire, oui. JavaScript, c'est la fête, quoi. Y a plus de limite. Oui, exactement. Et
Et donc, ben, de ça, j'ai encore pris une autre formation, mais cette fois-ci une formation de développeur web que j'ai encore suivie donc de A à Z. Malheureusement, cette formation était un peu out to date, c'est dans le sens où le professeur il t'apprend du PHP, du WordPress et du S5, mais quand même, je l'ai fait de A à Z. Et ensuite, ben, j'ai commencé donc à faire du React. Après, j'ai commencé à faire du Redux. Et petit à petit, comme ça, en fait, sans le savoir moi-même, j'ai commencé vraiment à m'immerser dans le monde du développement web. Ces formations, est-ce que tu les as faites en Russie ou c'était des formations à distance? Comment elles se sont déroulées ces formations? C'était des formations que en distance. Pour être honnête, je n'ai jamais voulu chercher d'école ici en Russie parce que même si je parle le russe et que je suis assez fluent dans ce langage, je sais pas si ça se dit, mais par contre, je me suis toujours dit, Mamadou, quels sont tes objectifs? Ton objectif, est-ce que c'est d'être un dev en Russie ou bien c'est d'être un dev en Europe, en France, etc. Est-ce que c'est d'être un dev en Amérique? Quels sont tes objectifs en fait? Et moi, clairement, je ne voulais pas travailler ici. Et donc, ben, pour moi, c'était plus logique d'apprendre en français. Et ces formations, c'était de la plupart du temps, c'était Udemy et Open Classroom. Après, aussi beaucoup de livres. Beaucoup de livres, comme Clean Code JavaScript et The Pragmatic Developer, ce genre de livres. Ok, donc tu as vraiment eu la discipline quelque part d'apprendre de toi-même, d'acheter des formations, de suivre ces cours. Tu es monté en compétences. Et est-ce que tu peux nous parler de comment tu as basculé, comment est-ce que tu as trouvé ton premier client? Parle-nous un petit peu de cette transition de je suis étudiant, j'apprends un nouveau langage, hop, j'apprends le maximum possible, je découvre que le JavaScript ça me plaît, de je trouve mon premier client. Donc pour ça en fait, après avoir passé, je sais pas moi, un an, quelque chose comme ça, parce que moi j'ai commencé genre dans la moitié de mes 17 ans, j'ai décidé genre que j'ai besoin en fait de cet encadrement, en fait de me rassurer que ce que j'ai appris correspond à quelque chose dans le marché. Et donc ben, j'ai pris la formation d'Open Classroom et la formation développeur web qui dure 6 mois, c'est un DUT de ce que je me rappelle. Et donc ben, j'ai suivi cette formation de A à Z. La formation c'était de 6 mois mais je l'ai fait en 4 parce que tout simplement j'avais déjà tout ce bagage derrière moi. Donc c'était beaucoup plus facile. Et en plus, je vais pas te mentir, financièrement c'était compliqué de payer un truc en euros. Alors que toi tu es étudiant, tu vis en rouble. J'avais genre le mois j'avais 350 euros. 300 euros ça partait dans Open Classroom. Il me restait 50 euros pour vivre. 50 euros c'est 4000 roubles. Donc autant te dire que c'était à base de spaghettis et de pâtes matin, midi, soir. C'est incroyable. Ok. Et ensuite? Donc ensuite j'ai fini la formation et dans un premier temps je voulais poursuivre mes études. Donc j'ai postulé pour l'université au Canada et d'ailleurs j'ai été pris. Ce qui m'avait fait genre c'était mode hurrah. Sauf que les études au Canada sont très chères pour les étrangers. Dis-toi que pour un Français étudier au Québec ça va coûter 2000 euros, 3000 euros par an et pour un Malien c'est 8000 $, par semestre. Donc, ça fait 16 000 $ par an. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle disparité? En fait, parce que, en fait, c'est parce que entre le Canada et la France, il y a des accords. Donc, forcément, les deux pays s'attendent bien. Par contre, quand tu prends le Canada et le Mali, ils n'ont aucun accord. Et vu que l'éducation au Canada de base, c'est pas cher, pour les Canadiens, pour les étrangers, ça le devient encore beaucoup plus. Et genre, donc j'étais admis, c'était un problème. Le deuxième problème, c'était la finance. Et donc là, j'ai un peu fait pression à mon père pour essayer de le faire comprendre. Et mon père, aussi généreux qu'il est, il a, on va dire, je suis pas très fier de le dire, mais il s'est endetté. Enfin, il a vendu l'une de ses propriétés pour récolter l'argent d'un semestre. Donc c'était même pas de l'année. On était dans une mentalité où quand j'arrive là-bas, je me démerde, je trouve du boulot, etc., etc. Et après tout ça, mon visa a été refusé. C'est pas vrai. Oui, en plus pour le motif que les autorités ne sont pas convaincues que je quitterai le Canada à la fin de mes études. Donc, en gros, le motif que tu ne peux pas débattre. Le motif où c'est impossible de débattre.
Donc Mais après, attends, une seconde. Ils se sont basés sur quoi pour émettre ce jugement? Tu le sais ou pas? ils se sont basés sur le manque d'attachement que j'ai vis-à-vis de mes deux pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils se basaient sur le fait que, ils se basaient sur le fait que, en fait, si tu veux, je ne possède pas de propriété à moi, ni au Mali, ni en Russie, même si mon père en possède, ce ne sont pas mes propriétés. Et donc, ils se sont basés sur ça, et ils se sont basés aussi sur le fait qu'ils n'étaient pas persuadés que je trouverais du travail, Attention. oui, que je trouverais du travail avec le métier que je suis venu étudier. Ils se sont basés sur les deux pour dire que si je pars, je ne reviendrai pas dans mon pays d'origine. Ok, d'accord. Ça marche. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Et donc après ça, je me suis finalement dit, Mamadou, t'as pas besoin des études. C'est quoi? Sois une tête brûlée, brûle les bateaux. T'as pas besoin d'études. Et donc je me suis lancé à temps plein en tant que freelance. Maintenant, j'avoue que les débuts étaient un peu galères. C'est comme toute chose. Comment est-ce que tu décides de te lancer en freelance? Comment est-ce que tu as trouvé ton premier client? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous plonger un petit peu dans cette... Donc, en fait, ce premier client, je l'ai obtenu en fait un peu grâce à Open Classroom, parce que finalement, d'Open Classroom, j'ai eu des relations, que ce soit par d'autres élèves, par mes mentors. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même avant, en fait, euh, mon premier client français, celui que je travaille actuellement, je l'ai eu beaucoup plus tard. J'ai eu plein d'autres petits clients qui sont plus des petites startups africaines, comme par exemple, mon premier projet c'était chez Amani Market. En gros, si tu veux, je connaissais une personne qui s'appelle Amani, c'est dans le nom même, qui lui justement voulait ouvrir une ferme au Congo et il avait les fonds pour ça. Et vu qu'il était un peu jeune comme moi, il était donc habitué à la technologie, au site web et tout ça, et il voulait faire un truc moderne. Donc de là, j'ai obtenu un premier client. De lui, j'ai obtenu un deuxième client de par une connaissance pour une boîte qui s'appelle AOAC. Je ne sais même pas si c'est encore ouvert. C'était une agence pour mettre en relation, pour permettre les étudiants d'obtenir des bourses. Donc il voulait en fait tout un système pour automatiser tout ce processus. Après, ce que je te raconte, c'était des boulots que je faisais, genre, je travaillais les deux à la fois. C'était pas, ok, j'étais chez un, et puis je reste que chez lui. Parce qu'au fond, ça payait presque là, pour être transparent avec toi, ça payait presque rien. Tu peux nous dire, tu peux nous donner une idée des montants que tu facturais à cette époque-là? À cette époque, écoute, à cette époque, je facturais un site en React, Redux, GraphQL, Jest Enzyme, donc test unitaire, et un bac en Node, GraphQL, et base de données du MySQL à 1000 euros. 1000 euros? Oui. Et je faisais tout. Et tu travaillais combien de temps? Je travaillais, tu parles en termes d'heures. Je travaillais à l'époque, c'est plus trop le cas maintenant, je travaillais genre 14 heures par jour. Je commençais à 7 heures et genre à 23 heures la journée était finie. Et entre les deux, il fallait que quelque chose se passe. Et donc après, genre, à 23 heures tu dors et à 7 heures du matin tu te réveilles et tu recharbonnes. Mais il faut aussi comprendre qu'à l'époque, c'était vraiment la passion, hein. Genre, même si ça l'est aujourd'hui aussi, c'était dans le sens où tu me demandes de faire un bac en Node GraphQL, je te le fais gratis. tellement j'avais envie de le faire. D'accord. Donc finalement, par exemple, pour ce site que tu as facturé 1000 euros, tu sais pendant combien de temps tu as bossé dessus à raison de 14 heures par jour? J'ai bossé dessus pendant un mois. Un mois. Pourquoi un mois? C'était parce qu'on avait décidé de faire un mois et en fait parce que en plus comme tu le compares, c'était pas encore très professionnel. C'était un ami qui voulait faire un site parce que tout ça. Donc on s'était dit en fait le premier mois il me verse un acompte de 600 euros. Okay? En fait je le montre le produit. Si ça le convient, il me verse cet acompte. Sinon, on renégocie le truc. On voit qu'est-ce que doit changer et tout ça. Au bout de ce premier mois, en fait, j'ai monté le produit. Il était très content, en fait. Il était très content. Il était là en mode, c'est le meilleur produit du monde. Par contre, quand on est venu au niveau de la paye, il m'a dit, bon, tu sais, moi, j'ai des dettes actuellement. Je dois payer ci, je dois payer ça. Et depuis là, j'ai compris, en fait, ça paiera jamais. Donc, au final, même les 1000 euros, il m'a réglé que 500. Et autant te dire que le site est sur mon repo Git.
et que personne l'aura. Ah, parce que du coup, tu lui as pas donné le site? Non, parce que tout simplement, en fait, il faut savoir aussi que son projet n'a pas abouti, en vrai. Ah, d'accord. Au final, il n'a rien fait. Il y avait beaucoup d'idées, mais il n'y avait pas l'acte derrière. Et donc, au final, ça n'a rien donné. Ok, donc le projet s'est arrêté. Ok, ok, Ouais. ok. Donc ça, c'était un de tes premiers clients. Tu as eu plusieurs clients comme ça. Est-ce que tu as eu J'ai eu quelques clients 3. en France? Non, à l'époque, j'avais aucun client en France parce que tout simplement, déjà, j'avais même pas d'entreprise parce que j'avais pas l'argent pour ouvrir une entreprise. Ça c'est un problème intéressant. Euh, et donc, j'avais plus de clients, genre, enfin, j'ai pas envie de dire illégal parce que ça l'est pas, mais toi-même tu comprends, en mode ami, t'es mon ami, t'as un projet, j'ai les skills, allez on le fait. On coupera cette partie. T'en fais pas, je ne risque pas beaucoup de choses ici, en fait. Ouais, À ok, moins que, on peut la laisser alors. On peut la laisser. oui, genre, je doute que Poutine regarde le podcast tech de Lilian. J'en doute. Et on sait jamais, on sait jamais. Si Poutine regarde, tu risques d'avoir des problèmes. Aujourd'hui, tu travailles avec un client français. Ce client-là, tu l'avais au moment où tu as rejoint ma formation. Exactement. Comment est-ce que tu l'as eu? Comment est-ce que tu as réussi à convaincre ce client? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ok, donc ce client, en fait, comme je t'ai dit, j'ai gardé des liens avec les étudiants d'Open Classroom. Et donc, au fur et à mesure, on parlait, et il y a une personne qui a parlé de moi. Il a dit, oh, tu sais, ce dev-là, il en vaut la peine. Et donc, ben, finalement, j'ai été contacté par leur CTO de l'époque. Et donc, on a arrangé un premier interview. Donc, j'ai passé l'interview, on s'est très bien entendu. Normal, je suis assez sympa. Et donc, ensuite, ils m'ont donné un test technique à réaliser. Et ce test technique, en vrai, je les applaudis parce qu'en termes de difficulté de test, sans le faire exprès, je pense que c'était bien joué. Dans quel sens? Dans le sens où tu avais trois choses à faire. Tu avais un exercice de refacto à faire, où tu devais prendre un code de 200 lignes avec des points d'end, des points catch, donc du US5, et écrire ça en du US7, ok. Tu avais après un quiz à faire, mais ça c'est assez simple. Et le dernier, c'était de construire une API avec un front qui intègre leur produit, enfin qui intègre une route de leur produit, avec donc tout ce qui est authentification, tout ça. Et ce front, tu devais le faire avec une API en Sales.js. En quoi? En Sales.js. Je sais que tu sais pas c'est quoi, parce que c'est une techno. En fait, si tu veux, tu vois Symfony? Oui. Imagine Symfony mais en JavaScript. Ok. C'est-à-dire un framework en mode MVC buildé en JavaScript. Donc toi-même tu comprends que celui qui a fait ça, il a rien compris de c'est quoi JavaScript, parce qu'on ne veut pas ça en JavaScript. Mais pour des raisons, si tu veux, on évoquera ça plus tard. Mais pour des raisons techniques, ils avaient utilisé ça. Et donc, moi je me suis dit, le test technique c'était pour 3 jours. Et moi, je me suis dit, là, Mamadou, c'est ta chance, donc tu ne rates pas ça. Donc pendant les 3 jours, j'ai pas dormi. Et je les ai buildé une app. Ouais, j'ai buildé une app avec un front designé et tout, parce que à force de faire des projets avec des amis où forcément eux ils n'ont aucune idée de quoi, de qui. Donc forcément, je faisais déjà un peu de design, j'avais déjà touché à Figma et je savais où trouver des maquettes. Donc forcément, j'ai pu faire un truc. Après, je suis pas designer, hein, loin de là, loin l'idée de vouloir le prétendre. Mais donc, j'ai pu build un truc qui est assez propre. Et donc, tu fais ce test technique, tu le renvoies, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, il la review. Le CTO est très content. Il se dit, ouais, c'est exactement ce que l'on voulait. Pour te dire même, ce projet, ce front que j'ai fait, plus tard, ils l'ont réutilisé à des fins commerciaux. C'est genre, moi, j'ai continué donc à taffer dessus, et ils l'ont réutilisé pour faire des présentations de leur produit. Donc, ils étaient très contents. Et après est venu le moment de la négociation de paix, bien évidemment. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé très vite parce que moi, j'ai même pas voulu négocier, pour dire vrai. Dans le sens où, je leur ai dit mon tarif, je leur ai dit 400 € par jour.
Donc à peu près 9600 euros par mois si tu travailles 24 jours ouvrés. Ouais, à peu près. Et eux, ils m'ont dit, c'est hors de notre budget, nous on te propose 2800. Combien ils t'ont proposé? 2800. 2800 euros. Ouais. Donc, entre mes à peine 500 euros que je faisais le mois et 2800 euros, autant te dire que j'ai même pas hésité. J'ai même pas voulu marchander, j'ai dit oui. En plus, ils m'ont recruté comme dev junior. Après, je comprends tout à fait. Vu mon CV, vu mes expériences, vu mon parcours, normal dev junior. Mais bon, même si maintenant ça a beaucoup changé, mais ça, on va en parler, ouais. On va en parler. Ils te recrutent à 2800 et tu as monté ce prix avant même de rejoindre la formation, il me semble. Non. Dans la formation, en fait, je travaille encore chez 2 clients. En fait, je travaillais sur mon dernier client africain qui était Banco, qui lui payait pour une fois. Et en parallèle, je travaille chez eux. Donc, j'ai pu économiser suffisamment d'argent. J'ai arrêté le deuxième projet et j'ai été à fond sur que je boutique. C'est pour ça que mes revenus au début ils étaient un peu plus hauts, mais après forcément quand j'ai arrêté de travailler sur le second ça a un peu baissé. Voilà. Donc tu faisais combien de chiffre d'affaires à peu près? Le chiffre d'affaires par mois? Par mois à l'époque, sans mon client français. Avec je faisais quoi, 3000 et quelques, hein. Je ne te dirai pas le chiffre exact, mais ça doit aussi dans les 3,5, 3,4. Ok, donc alors c'est 3500, c'était quoi? C'était 2800 du client français et un peu plus du client africain, c'est ça? C'est ça, et 700 du client africain. Après, on n'a pas travaillé longtemps avec lui, et ça a duré que 2 mois. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que tu te souviens donc comment est-ce que tu m'as connu du coup? Alors moi je t'ai connu grâce à une cérémonie, non, on peut pas appeler ça cérémonie, grâce à un événement qu'a organisé Shine avec la tribu indé. Et c'était un événement où ils invitaient des podcasters et genre, parce que moi, ceux qu'il faut connaître, c'est que quand moi j'ai été embauché en fait dans la boîte française, je me suis dit ok, là c'est ton moment. Tu as des revenus qui sont assez conséquents par rapport à toi. Et donc là c'est le moment en fait de bosser et de tout faire pour assurer genre vraiment une bonne rentrée d'argent. Et donc j'ai commencé à lire beaucoup de choses et forcément je suis tombé sur je sais pas comment on appelle ça, sur ce meeting, j'ai oublié le terme. C'était un événement d'ailleurs où il y avait plein d'intervenants. C'est ça. Maintenant toi tu présentais les techniques qu'utilise le FBI pour convaincre des gens. Et quand je t'ai vu, je me suis dit non, le mec il sait de quoi il parle, il a les lunettes, il sait de quoi il parle, donc c'est lui qu'il nous faut voir. C'était aussi simple que ça. Et à chaque fois que j'enregistre une vidéo, je dis toujours il faut mettre les lunettes parce qu'on a toujours l'air plus intelligent que ce qu'on est grâce aux lunettes. Du coup, toujours pour tes lunettes, c'est ma technique. Et tu vois, là, tu viens de prouver en disant ça que ça marche. Je confirme. Non, en fait, ce qui m'avait beaucoup plus, c'était ta démarche un peu pragmatique des choses et ton sérieux. Enfin, ça se voyait que, en fait, si tu veux, les autres, ils sont bons, hein, loin de moi l'idée de critiquer qui que ce soit, mais eux, ils t'amènent un peu le truc en mode new generation et en mode un peu décontracté, ok? Maintenant, moi, c'est pas le format qui me plaît le plus, parce que moi, malgré ma jeunesse, je suis un peu old school dans l'âme. Par contre, toi, tu avais vraiment cette démarche un peu carrée, cadrée, et aussi de présenter les choses pas de façon jeune, mais en fait, ton contenu est jeune, mais tu le présentes pas de façon jeune. Et c'est ça qui... T'es en train de m'insulter de vieux, là, en fait. Non, je suis pas en train d'insulter de vieux, c'est une grande qualité. D'ailleurs, tu m'as eu en tant qu'élève, la preuve. Bien sûr. Et justement, est-ce que tu te souviens, donc tu postules à la formation, de ce que je t'ai dit lors du premier entretien? Jamais je n'oublierai ça. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit que, pour être honnête avec toi, en tant qu'un commercial, moi je ne t'embaucherai pas. Parce que tout simplement, tu représentes un plus gros risque que ta valeur en fait. En fait, par rapport à un manager et à sa vision du business, tu es plus un risque qu'une plus-value. Pourquoi je m'en souviens? Parce que déjà je suis très rancunier. Et parce qu'à l'époque j'avais mal pris.
À l'époque, C'est j'avais vrai? mal pris. Oui, 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 j'avais mal pris. Je me suis dit, mais attends, mais voilà, moi, ça fait 2 ans, je dors pas. Euh, c'est pas pour qu'on me dise ça. Mais bon, c'était pour mon bien. Exactement. Et c'est vrai que des fois, on a des gens qui vont te passer la pommade, qui vont te dire, ouais, non, mais c'est très bien, reste comme tu es, franchement, c'est génial ce que tu fais, etc. Mais au final, entendre ce genre de compliments, ça t'aide pas plus que ça. Et j'ai été honnête, en fait. Je t'ai dit ce que je pensais de manière assez peut-être brutale. Non, ça Et en va. fait, je t'avais expliqué quand même le raisonnement. C'était de dire que légalement, étant donné que ton entreprise est à l'étranger, qu'elle n'est pas en France, je pensais peu probable finalement qu'une entreprise française prenne le risque de t'employer en sachant que légalement, ils ont aucun recours. Déjà, il y a très peu de recours en France, qu'on se le dise. Moi, j'ai fait d'autres enregistrements de podcasts, etc., de gens qui se sont fait jamais payer, même en étant en France, parce que les entreprises elles ferment, etc. Et donc, je me dis, à l'étranger, en plus, avec toute la connotation, tu sais, on a, mine de rien, il y a tout cet aspect culturel, la Russie, Moscou, etc. C'est toujours les méchants dans les films américains d'Hollywood, tu vois. Le méchant, il est toujours russe, tu vois, où il a toujours cet accent russe, tu vois. Je me dis, mais un client, moi, je me mettais dans ses chaussures, je me dis, mais est-ce qu'il va vraiment l'embaucher, etc. Et du coup, je t'ai dit cette phrase, en plus, je crois que je t'ai dit, franchement, je sais pas si je vais pouvoir t'aider avec la formation, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, tu m'as clairement, enfin, clairement, tu m'as quand même donné substance à réfléchir. Et en fait, enfin, c'est encore ce qui m'a plu chez toi par rapport à d'autres formations, mais ça, on en parlera, sans doute plus Mhm. tard. Mais oui, c'était genre, ça m'a donné matière à méditer. Et maintenant, moi, j'ai cette grande qualité de pouvoir prendre du recul et de n'être pas centré sur moi-même. Et donc, bah, j'ai fait cet exercice et je me suis dit, mais en fait, le gars, en fait, il y a deux choses. De un, il a raison. Et de deux, je vais réussir. Qu'il le veut ou non. Ben, en fait, c'est surtout que je pense que après tu vas me le dire, mais qu'est-ce qui t'a finalement convaincu de rejoindre la formation? Parce que au final, euh, je sais pas si c'est la meilleure chose à dire quand tu veux avoir un client. C'est lui dire, je sais pas si je vais pouvoir t'aider. En fait, moi, Mais c'était honnête en tout cas. oui, oui, non, c'est honnête. En fait, il faut savoir que moi, j'avais pris d'autres formations auparavant. Parce qu'en fait, mais ça, encore une fois, Non, tu peux en parler si tu veux maintenant. ah, en gros, pour te dire, à l'époque où, genre, je gagnais à peine ce que vous appelez le SMIC chez vous en France, j'investissais quand même beaucoup dans mes formations. En fait, tout l'argent que je gagnais, clairement, ça partait dans des formations. Et j'avais pris une autre formation, bon, je vais pas citer le nom pour éviter de pointer du doigt quelqu'un, mais j'avais pris une autre formation. Et justement, dans cette formation, en fait, il faut, comment le dire, j'ai pas envie de dire vendeur de rêve, parce que ce serait pas très juste vis-à-vis d'eux, mais quand même, genre, on te dit, ok, là, après notre formation, tu vas pouvoir devenir freelance, tu vas comprendre comment les canaux fonctionnent, tu vas comprendre comment négocier, tu vas pouvoir monter ton TJM et tout ça. Mais au final, en fait, quand tu suis la formation, au final, tu sens en fait que en fait, c'est pas ce qui va te faire exploser, en fait. Ça, c'est ce qu'on dit à tout le monde aujourd'hui. Parce que selon moi, le marché, il a beaucoup changé, clairement. Il a totalement changé. Et donc, il y a des conseils genre, inscris-toi sur Malte. Tu peux t'inscrire sur Malte tous les jours, hein, mais voilà, tu n'auras absolument rien. Et donc, ben, au final, j'ai fait cette formation. Et justement, ben, dans ta formation, j'ai vu plus de sérieux et plus d'approfondissement. Et donc, je me suis dit, ben, on prend ça. En fait, même moi, j'étais plus dans le mode, ok, on se forme, quoi. Si le cours est mauvais, tant pis, ça fait de l'argent gâché, mais ça me tue pas. Vaut mieux tenter le truc que de rester chez soi et de se dire, ok, donc c'est ça. Hein. Donc tu as rejoint la formation et je crois en l'espace de quelques mois, 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton chiffre d'affaires? Il a fait fois combien? Au niveau de mon chiffre d'affaires, alors là, je faisais du 2800, on est sur du 5K, donc ça fait quoi ça fait combien? Donc tu as augmenté en suivant ma formation ton chiffre d'affaires de 3 000 € par mois. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler quand même de l'autre formule comment dire, de compensation financière que tu as mis en place aussi? Ah, tu parles des pourcentages en cas de réussite de levée de fonds?
Le oui, bonus, ouais. oui, genre, d'ailleurs, même, j'ai même eu une prime, d'ailleurs, Ah ouais? pour le surplus de travail, euh, que je fais, si on peut appeler ça comme ça. Oui, c'était quand même, enfin, euh, enfin, je sais pas comment aborder la, la Alors, question. on va Hein. faire plusieurs choses. Déjà, on va Hum, expliquer comment est-ce qu'on a mis en place toute la négociation, parce que je pense que tous les gens qui nous écoutent peuvent en tirer énormément de leçons. hum, Et là, en plus, c'est un schéma qui est très reproductible par tous les freelances et en particulier les développeurs, en tout cas les freelances qui sont dans des missions longues, qui hum. s'inscrivent dans la durée avec les clients. Donc, on va un petit peu casser la stratégie en plusieurs parties pour expliquer comment tu as négocié. Moi, je voulais juste que tu balances le chiffre, si tu peux, du montant du Ah, non, bonus. Tu peux pas? je ne peux pas. Ah, tu peux pas? Mince. Tu vois, parce qu'en plus, je les ai parlé que je vais faire un podcast avec toi, et donc, bah, il y a potentiellement une solution qui regarde ça. Donc, non. Ok, ok. On pourra pas dire le montant. Ça marche. Je suis Euh, désolé. c'est pas grave. Mais, ok, ok. Ok. Donc, en fait, je pensais que tu avais fait x2, mais tu as fait beaucoup plus que x2 finalement, au total. Euh, non, au total, je pense que ça avoisine les fois deux, hein. Bah, Après, bah, attends, hum, tu nous parles de. T'étais à 2008. Ah, t'as fait hum, 5000. Ok, sans compter le bonus hum, en fait. oui, oui, je parle de ça. Ok, ok, ok. Ça marche. Euh, Est-ce que tu te souviens des premiers conseils que je t'ai donnés lorsque tu as rejoint la formation? Les premiers conseils. Alors, je t'avoue que, genre, premier, je me souviendrai pas. Par contre, je me souviens très bien qu'est-ce qu'on a bossé en premier. Et bah, ce qu'on a bossé en tout premier lieu, c'est mon positionnement, notamment sur LinkedIn, parce qu'au final, on avait plus ou moins acté que LinkedIn sera un meilleur canal pour moi que le Malte et les autres. Après aussi, il y avait le problème que j'avais pas le droit de m'inscrire sur Malte parce que Malte n'autorise pas les ressortissants russes. Pareil pour la crème de la crème et beaucoup d'autres plateformes. Donc, LinkedIn, c'était un peu notre canal. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé à fond mon profil et on a genre tout recommencé de zéro. En vrai, tout ce qui est description, la façon dont tu te présentes, la façon dont tu présentes tes expériences passées. En fait, il faut vraiment présenter ça en mode quelle est la plus-value que tu as apportée à ton client. Enfin, bon, en gros, tu m'avais dit d'abord présente le client, ensuite les plus-values et ensuite les technos. En gros, qu'est-ce que tu as pu apporter au client. Donc, après tu m'as aussi demandé d'avoir un max de recommandations, ce qu'on a fait. Oui, oui, je pense qu'on est à 6 ou 7, ce qui n'est pas mal, pour moi. Donc, donc on a bossé beaucoup LinkedIn. Après, on a un peu bossé, non, on a aussi beaucoup bossé Malte. Et après, c'était à moi de bosser la formation. Est-ce que tu te souviens des conseils que je t'ai donnés par rapport à l'amélioration de ta relation avec ton client? Oui, oui, je me souviens parfaitement. C'était que, en fait, si, de ce que j'ai compris en tout cas, en tant que freelance, en fait, nous, notre objectif, c'est d'apporter le max de valeur. Okay. Et donc, l'une de ces valeurs, c'est la sécurité, qu'on fait ce pourquoi on est payé à faire. Et donc, tu avais une brillante stratégie qui était les rapports quotidiens où tu détailles justement qu'est-ce que tu as fait, quel problème tu as pu rencontrer, combien d'heures tu as travaillé, et ça. Et donc ça, c'était vraiment genre la façon de nouer un meilleur lien avec le client. Il y avait ça, et je t'ai aussi dit, et je le dis très régulièrement à tous les gens qui ont des missions longues, et pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est un super conseil, c'est régulièrement, faites des points avec vos clients. Et dans ce point-là, c'est ce fameux point où tu as dit, voilà, moi j'aimerais mettre en place ça, est-ce que ça t'intéresse que je te fasse un rapport d'activité quotidien, que automatique, tous les soirs tu le reçois, etc., etc. Premier point. Deuxième point, c'est leur poser plusieurs questions. La première, c'est, ok, est-ce que parmi les choses que je fais aujourd'hui, il y a des choses que je peux faire en plus? Comment est-ce que moi, je pourrais être plus utile à ton entreprise? Comment est-ce que je pourrais vous aider à gagner plus d'argent? Une autre question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je pourrais arrêter de faire? Enfin, que je dois arrêter de faire ou que je dois faire différemment? Et la dernière question, ce serait quoi? Je réfléchis.
Non, je crois que c'est tout. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Enfin, voilà, c'est ce genre de questions en fait. C'est inviter le client à nous faire des feedbacks, à nous quelque part à nous donner à l'autoriser et à l'encourager à nous critiquer, parce qu'en fait, lorsque ton client, il faut savoir une chose. Et j'ai interviewé des entrepreneurs. J'ai interviewé le CTO de Malte d'ailleurs, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, c'est quoi votre plus gros challenge? Et il m'a dit, moi, c'était de faire des feedbacks à mes employés. Le plus gros problème des entrepreneurs, c'est la gestion de leurs salariés, la gestion humaine. Parce que les relations humaines, c'est très compliqué. Et donc, quelque part, lorsque toi, en tant que freelance ou même en tant qu'employé, tu invites une personne à te critiquer, à te dire, OK, qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus, etc. Tu enlèves le plus gros poids qu'a l'entrepreneur, le manager, sur lui, qui est de l'inviter à te critiquer, de te faire un feedback. Et du coup, même s'il te dit rien au début, si à chaque fois, régulièrement, tu vas lui demander, tu vas lui reposer la même question, dire, OK, on refait un point dans 3 semaines, dans un mois, etc. OK, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ben, au final, la personne, elle va te dire, ah, ben, tu sais quoi, ça serait super bien si tu pouvais faire ça, etc., etc. Et du coup, en lui posant des questions, tu l'invites vraiment à s'exprimer, la personne. Et en plus de ça, il faut savoir une chose, c'est que si un manager ou toute autre personne d'ailleurs, hein, c'est vraiment, ça fait partie de la nature humaine, n'exprime pas des frustrations, n'exprime pas le fait qu'elle soit pas content avec ton travail, ça va s'accumuler petit à petit. Et si ça ne sort pas, un jour, ça va être la goutte d'eau qui va déborder du vase, tout va exploser, tu vas tout perdre, tu vas perdre ta relation client, tu vas tout casser en fait. Et tu pourras plus rien faire parce que ça aurait été trop en fait. Ça va être très très compliqué, tu vois, de renouer le lien. Et en faisant ça, en fait, tu limites finalement que le vase se remplisse trop, puisque tous les mois, en fait, tu vas t'assurer que tu vois que le peu d'eau qu'il y a à l'intérieur, parce que tu fais ce travail continuellement, eh ben, elle s'écoule. Et ça, malheureusement, ce type d'action, c'est très peu fait. Déjà, je connais aucun employé qui va avoir cette démarche, à moins que les entrepreneurs l'imposent finalement sur leurs salariés, tu vois, ce genre de rituel. Et du coup, tu sors du lot, parce qu'il y a ça aussi. Même si tu n'as rien à améliorer, même si la personne n'a pas de retour particulier à te faire, le fait que tu prennes cette initiative, le fait que tu prennes quelque part ce pas, la personne elle va se dire, OK, cette personne-là, ce freelance-là, cet employé-là, il est dans une démarche d'amélioration continue. C'est un bon élément. Il faut qu'on le garde. Oui, en effet, parce que même chez le client où je travaille maintenant, on fait régulièrement ce genre de point en fait où on s'assoit et on se dit les choses à plat, sans aucune retention, retenue. Oui, le mot m'échappe. Et donc oui, en effet, même moi j'ai constaté que ça aide beaucoup, surtout quand on a en fait des petites appréhensions. Par exemple, une chose qui était assez bête, c'est que par exemple il y a l'évaluation du temps que prend un projet à faire, qui a été un peu un sujet à débat, parce que le CEO de la boîte venait un peu et estimait aussi le projet alors qu'il n'est pas tech. Et donc, à un moment donné, ça avait il y avait débat sur ça, et genre, on en a parlé, et aujourd'hui, en fait, tout le monde prend part, et lui, plutôt, il nous présente l'aspect business, il nous dit, OK, les amis, moi, c'est ce contrat qui est là, j'aurais besoin de vendre ça, est-ce que c'est faisable? Si oui, en combien de temps? Sinon, comment est-ce qu'on s'arrange? Combien de temps vous avez besoin et autres? Donc, ça a vraiment, genre, amélioré, notre quotidien à tous. Donc, en effet, ce que tu dis quand même, c'est très pertinent. Est-ce que... Alors, ça a été le début finalement au sein de ta mission. Est-ce qu'on peut parler de comment est-ce que, sans parler de chiffres, préparer la négociation et négocier les conseils que j'ai pu te donner pour négocier ton augmentation au sein de l'entreprise? Alors, le premier conseil que tu m'as donné et que j'ai pas très bien suivi, c'est surtout de ne pas rentrer dans le conflit avec le client, parce qu'au final on est tous des êtres humains, et au final ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Après, ce qu'on a beaucoup discuté avec toi, c'est qu'on a fait des études de cas. OK, si ce cas arrive, qu'est-ce qu'on doit faire?
Et ce que tu m'as enseigné, c'est on ne recule jamais pour reculer. C'est-à-dire que si on doit reculer, on prend quelque chose qui justifie notre recul. Et au final, de ce que j'ai retenu, parce que ma mémoire peut me jouer à défaut, c'est que, en fait, la première chose à faire, c'est quand même de comprendre sa valeur au sein de la boîte et la valeur que tu apportes à ton client. Après, c'est de l'approcher peut-être le plus calmement possible. C'est-à-dire, en fait, tu l'exposes ta situation et tu te demandes comment est-ce qu'on peut s'asseoir tous les deux et trouver genre un compromis. Et ensuite, tu négocies tout en suivant l'autre principe, c'est-à-dire que si tu dois reculer, tu recules, mais tu prends quelque chose en contrepartie. Et donc, de ce que je me souviens, c'était ça. Corrige-moi si j'ai loupé un truc ou si j'ai tort. Alors, tu oublies un truc, je pense, qui est je comprends pourquoi tu l'oublies parce que ça fait pas partie de la négociation en soi, mais c'est super important. C'est le fait de prospecter. Ah oui, de toujours avoir en fait ce flux continu d'opportunités de clients pour ne pas être paumé. Pour en fait parce que je me souviens même, tu as dit tu peux jouer la carte du bluff, mais je te le conseille pas. et donc justement pour éviter de jouer cette carte du bluff, il te faut toujours avoir en fait une porte de secours, si on peut appeler ça comme ça. C'est ça, parce qu'en fait, dans ton état d'esprit, quand tu vas rentrer dans une négociation, il faut que l'issue de la négociation ne change pas fondamentalement ta vie. Qu'il n'y ait pas de conséquences catastrophiques si tu rates la négociation. Parce que sinon, ça va se ressentir dans ton état émotionnel, ça va se ressentir dans la négociation et tu risques de céder alors que tu aurais pu pousser un petit peu plus loin. Ce que tu as fait quelque part lorsque tu as eu le deal à 2800 € au début. Tu vois, même si ça faisait sens, hein, je dis pas que tu aurais dû pousser, enfin ça faisait complètement sens que tu que tu le prennes, tu vois, c'était déjà une énorme augmentation par rapport à ce que tu avais jusqu'à présent. Mais du coup, toujours avoir d'autres opportunités et le fait même d'avoir le meilleur conseil de négociation, c'est d'avoir plus d'opportunités que ce qu'on peut prendre. Et du coup, forcément, on va toujours juger une opportunité par rapport aux autres et on va toujours demander plus. Parce que pourquoi est-ce qu'on prendrait moins alors qu'on a mieux ailleurs? Et donc finalement, ça, pour réussir une négociation, s'il y avait un seul conseil à retenir, c'est juste travailler la génération de leads, développer votre visibilité, capter un maximum de clients, de prospects, et à partir de là, vous serez en position de force pour les négociations parce que vous aurez plein d'opportunités. Ensuite, ouais, c'est vrai que j'aime bien, lorsqu'on prépare une négociation, c'est prévoir tous les issues possibles de la négociation. Comme ça, voilà, on a toujours un plan B si voilà, les choses tournent mal. Maintenant, je savais, parce que tu m'avais expliqué un petit peu le contexte de l'entreprise, qui était en levée de fonds, etc., qui recherchait du coup à avoir plus de cash au niveau de l'entreprise, et donc que par rapport à la somme que tu demandais, on peut la dire, la somme que tu demandais, non? Alors, en fait, je ne sais pas. C'était 8 000 €, je crois. Et de même, le salaire que je souhaitais? Oui. Oui, c'était 8 000 €. C'était 8 000 € et à cette époque-là, tu étais à combien par mois? J'étais à 2800. 2800. Donc, c'est quand même une énorme augmentation. 2 fois 3, à peu près. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Du coup, ce que je t'avais dit, c'était avoir d'autres opportunités pour dire, voilà, je comprends que c'est beaucoup d'argent, 8 000 €, mais regarde, moi, j'ai d'autres opportunités qui sont à ces montants-là, donc finalement, ça se justifie, tu vois, ça se comprend. Que tu demandes cette somme-là, et elle sort pas de nulle part, c'est parce que tu as d'autres opportunités. Donc, c'est plus facilement justifiable, finalement, cette augmentation. Ensuite, il y avait la partie émotionnelle, tu en as parlé rapidement, mais c'est vrai que t'as une relation quand même spéciale avec ce client-là, et ça peut être mal perçu, ils t'ont donné ta chance, etc. Si on se met à sa place, il se dit, mais attends, moi j'ai donné sa chance, j'ai pris un risque, et là il veut me demander 3 fois plus d'argent, enfin c'est scandaleux, comment il ose me faire un truc pareil, c'est une trahison, etc. etc. Oui, exactement. Et ça, je te l'avais dit, et d'un point de vue du freelance, non, en fait. Pour toi, ça paraît normal puisque t'as ça à côté. Mais pour lui, dans son système à lui, de penser, non, tu vois, c'est pas normal et il se sent un peu trahi. Et le fait de dire ça au début de la négociation, ça désamorce. Ça l'ôte cet argument.
Parce qu'il ne peut C'est ça. plus Tu lui piques cet argument. Exactement. Tu lui ôtes cet argument, c'est la technique d'Eminem, et tu désamorces toute cette partie négative qu'il pense, puisque quelque part tu le dis à voix, tu dis bah oui, je sais que je peux paraître égoïste, je peux partir, bah voilà, franchement c'est pas cool de ma part, tu m'as donné ma chance, etc., etc. Donc ça désamorce un petit peu l'aspect émotionnel qui peut vraiment peut faire capoter une négociation, parce que dans une négociation, tu veux proposer un deal qui fait sens pour eux, qui est le meilleur deal. Sur le papier, en tout cas, tu vois, quand tu mets les chiffres les uns à côté des autres, il dit bah ouais, en fait, il vaut mieux qu'on le paye tant plutôt qu'on aille chercher quelqu'un d'autre. Et pour qu'on reste dans cette vision rationnelle de la négociation, il faut désamorcer tout le négatif de l'ego, du sentiment, de l'émotion qui peut finalement entraver et casser tout le truc. Exactement. Oui. Si ça commence une affaire, si ça devient une affaire personnelle, c'est mort. Il va te dire, bah, tu sais quoi, tire-toi, va te faire voir, et tu perds tout, tu vois. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment s'est passée la première négociation? Parce que oui, il faut dire une chose, c'est que j'avais quand même tout prévu. C'est-à-dire que je t'ai dit, ok, on va demander 8000. Non, mais attends, j'ai envie, je me lance des fleurs un petit peu, mais j'avais tout prévu, le scénario. J'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas demander 8K. Ça va bloquer à partir d'un certain montant parce qu'ils sont en train de lever des fonds et forcément, ils ont pas les moyens potentiellement de te payer 8K. Donc, ils vont te donner un maximum. Et une fois que tu auras eu ce maximum possible, tu vas demander un bonus. C'est ça. Exactement. Et donc, pour la première étape, donc pour le premier call, comme tu l'as dit, je suis venu, je suis arrivé en leur disant bon, actuellement, j'ai une offre pour 400 € par jour. Je me souviendrai pas de la phrase exacte, bien évidemment, mais genre je les ai présenté en fait le fait que là j'ai d'autres opportunités. Ok, donc là il y a deux choix, soit on renégocie le salaire, soit on je sais pas. Et donc au départ c'était plus dans la recherche de compromis. Ok, oui d'accord, mais voilà, etc. Maintenant moi je restais un peu campé sur ma position au départ. Et donc au final on est arrivé donc à une certaine somme qui nous convenait, enfin qui leur convenait. Et qui pour moi n'était pas mal, c'était les 5K. Et ensuite on a voulu genre négocier le bonus, mais on l'a pas fait directement. On s'est arrêté sur les 5K parce que le call était long et même moi je commençais à fatiguer. Et après j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Slack, je suis allé chez Lilian Alvarez et j'ai dit bon Lilian, on refait un call. Et on débriefe l'étape 2. Et donc, dans les bonus, on avait envisagé beaucoup de choses, peut-être pas dans la société, mais finalement, c'était pas très faisable parce que dans ce cadre-là, il faudrait un CDI. Enfin, il faudrait plus déboucher sur un CDI. Donc, on est parti donc sur l'idée justement de une partie de la levée de fonds si elle est réussie. Et ensuite, on a négocié le fait que même si on signe ça, le salaire peut être revu après 6 mois pour ne pas justement rester bloqué à un niveau qu'est les 5K. Et donc c'était ça notre stratégie. Après on a encore fait une étude de cas. Ok, s'il dit ça on fait quoi, s'il se passe ça on fait quoi. Et après être bien armé, on est retourné faire ce call. D'ailleurs même j'avais même dit que le call s'était un peu mal passé dans le sens où moi j'étais un peu monté sur mes grands chevaux. En mode oui voilà, mais tout ça. Et donc tu m'as conseillé de remettre un peu de l'eau dans le vin pour sortir une expression française. Et c'est justement ce que j'ai fait. Donc en gros oui, c'était ça la plus grosse préparation. Sacrée négociation. C'est vrai que je m'en souviens et je sentais que ce premier call il avait été assez émotionnel. Tu vois, toi aussi
parce que c'est dur, tu vois, on est dans l'émotion, du coup on s'emporte un petit peu, parce que toi aussi tu te donnes à fond, tu vois, pour ce client. C'est ça. Donc t'as envie de dire, non mais attends, moi je donne ma vie, etc. Et toi t'es en train de me dire que tu veux pas t'aligner par rapport à ce qu'on me donne ailleurs, tu vois, tu te sens un petit peu floué. Donc forcément t'as toutes ces En émotions plus, qui rentrent en ligne de compte, donc c'est pas facile à gérer non plus, tu vois. c'est ça. En plus, il y a cette image, cette connotation en mode, donc c'est parce que moi je suis russe que toi tu veux pas me payer. Ah ouais, tu pensais ça? Enfin, c'est pas que tu le penses en mal, mais forcément, tu as un peu ce ressentiment, en fait. Dans le sens où, bah, tu vois ce qu'un dev français génère, tu vois ce que toi tu génères, tu vois le taf qu'il fait, tu vois le taf que tu fais. Et donc, pour moi, en tout cas, dans ma vision personnelle des choses, il n'y a aucune raison pour que tu me payes moins. On peut s'attendre, genre, enfin, encore, je peux comprendre que tu me payes, genre, un peu moins parce que, ok, je paye moins d'impôts, je comprends tout ça, mais tu vas pas quand même me couper, me couper en deux parce que, non, non, non. Tu le vis quand même un peu, même si aujourd'hui je relativise un peu plus parce que forcément, ben, à l'époque, j'étais pas habitué aux startups et tout ça. Aujourd'hui, je relativise un peu plus. Je comprends que c'est pas forcément mal, que chaque startup a des situations différentes et que, ben, au final, ça dépend. Ça dépend ce qui tombe. Pour les gens qui nous écoutent, ça va être le petit moment en publicité. Qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans la formation? Alors moi, ce qui m'a le plus impacté dans la formation, c'est ce virement, c'est ce changement de positionnement. Dans le sens où quand tu commences genre le freelancing, surtout à mon âge, après avoir suivi tel influenceur du code qui te dit que tu feras tel chiffre d'affaires parce que voilà, les devs sont en manque et tout ça, au final t'as cette position de ok, je suis dev, donnez-moi du boulot. Alors que quand tu es freelance, c'est pas du tout ça. Quand tu es freelance, au fait, tu es ton propre commercial. Tu dois te vendre, en fait. Tu vends tes services. C'est pas eux qui viennent à toi, c'est toi qui viens à eux. Et moi, j'avais aucune notion à ça. Même écrire un simple texte explicatif, je ne pouvais pas. Parce que tellement je n'étais pas dans ça. Et en fait, c'est ce changement de paradigme qui m'avait beaucoup plu. Parce que toi, tu as vraiment cette méthodologie commerciale, négociation, plus-value et tout ça. D'ailleurs que j'ai pas encore totalement assimilé, je dois le dire, parce que quand même c'est un plus gros travail que ce qu'on peut penser. Surtout que moi c'est pas trop mes paires de baskets. Même si en vrai, avec le temps, au fur et à mesure, ben on s'immerse de plus en plus dedans. Et donc c'était vraiment ça qui m'avait plu, et aussi la qualité. Parce qu'en vrai, genre, ça se voit que t'as vraiment bossé ton thème. D'ailleurs, je me suis même demandé si au final je dors pas plus que toi et que toi tu dors moins que moi. Comment ça? Dans le sens où t'as le temps de faire 1000 choses comme ça. Donc sans doute que tu bosses plus que moi, c'est dans ce sens. Tu bosses combien d'heures par jour? Alors actuellement je navigue dans les 12. Maintenant pourquoi c'est pour raison perso. Si tu veux on peut même en parler plus tard. Mais donc c'était en fait ce changement de paradigme vraiment. C'est genre tu passes du simple dev un peu arrogant, il faut l'admettre, à vraiment ok je suis une entreprise, je suis Sam Architect, et cette entreprise en fait elle doit vendre quoi, à qui, comment, quelles sont les garanties que tu offres, quels sont les arguments que tu as, et c'est vraiment tout ça qu'on travaille et que je travaille toujours d'ailleurs. C'est structurer ton offre finalement, structurer ton entreprise, comprendre le paradigme d'une entreprise, comment ça fonctionne, etc. que t'as tiré de la formation, tu dirais? Oui, parce que aussi je peux le genre aussi tout ce qui est négociation en fait comment est-ce que tu parles à un recruteur, comment tu parles à ton client final, et aussi de la prospection, même si plus de LinkedIn, parce que moi c'est un peu plus là-bas que c'est mon canal préféré, on peut le dire comme ça. Et donc bah c'était aussi ça, bien sûr, c'était une négociation. En gros c'était comment être un entrepreneur, c'est comment tu négocies, comment tu fais ton offre, tout ça.
C'est vraiment avoir une posture finalement pas de salarié, ce qu'ont malheureusement beaucoup de gens qui se lancent en freelance et qui pensent que le travail va venir à eux. Et du coup, ils sont très passifs, ils vont pas remettre à jour leur CV, ils vont pas mettre à jour leur profil LinkedIn, ils vont pas mettre en place des actions de prospection. Et donc forcément, si t'es spectateur et que t'as joué un petit, t'as on va dire une posture de salarié où t'attends que le travail vienne à toi, c'est fini. Même alors il y a des mini exceptions parmi les devs qui sont des profils ultra recherchés donc qui vont aller se faire tirer, mais mis à part ces micro phénomènes, la plupart d'entre nous, il faut qu'on bosse et je dirais même plus tu bosses, plus tu te mets en avant, plus tu travailles cette posture commerciale, plus ton chiffre d'affaires il va exploser en fait. Moi, je le vois avec certains de la formation qui multiplient par 2, par 3. Enfin, c'est colossal, en fait, finalement, ce changement de posture, l'impact qu'il peut avoir sur ta carrière, tu vois. Je me souviens même, je t'avais dit un jour cette phrase, c'est que celui qui gagne le plus, ce n'est pas celui qui est le mieux formé, mais celui qui se vend le mieux. Ce qui est tout simplement vrai, parce que tu as beau connaître tout ce que tu veux, mais si tu es seul dans ton coin là-bas, c'est ça seul. Alors que quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, mais sait comment se vendre, forcément, c'est lui qui va conclure tous les deals. Et donc, ta formation, quand même, elle est très complète. Et elle va l'être encore plus. Je te dis ça parce que je suis en train de retravailler. Là, je vais recréer des cours sur tout ce qui est vente et négociation. Il va y avoir des nouveaux trucs. Je vais vraiment level up le game parce que je lis pas mal. Moi aussi, je continue de me former sur la vente et sur la négociation. Et j'ai fait des sacrées découvertes ces derniers mois. Et donc, il y a tout un nouveau module que je vais créer sur la vente et sur la négociation qui va être vraiment, vraiment du haut niveau. Donc, abonnez-vous à la newsletter si vous suivez ce podcast, si vous écoutez ce podcast sur lilianalvarez.com. Je vous invite à rejoindre la newsletter. D'ailleurs, je vais lancer. Et au moment où la vidéo sortira, il va y avoir une nouvelle newsletter maintenant où vous allez recevoir en vous inscrivant un conseil par jour pendant 32 jours pour cartonner en freelance. On va parler de vente, on va parler d'état d'esprit, on va parler de négociation, on va parler de prospection. Il va y avoir beaucoup de conseils ultra pragmatiques, ultra concrets. Donc, inscrivez-vous, ça va être très puissant. Et suivez-moi sur Instagram aussi. Je fais vraiment la promo complète. Non, pas de problème. Parce que sur Instagram, je vais publier beaucoup de contenu, de carousel, etc. Avec vraiment plein de conseils pragmatiques j'ai pu en donner quelques-uns aujourd'hui. Et donc vraiment, si ça vous intéresse de progresser sur ces sujets-là, vous savez où vous inscrire et où trouver tous ces conseils. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler quelle est ta vision de la suite de ta carrière? T'es encore jeune. C'est quoi les prochaines étapes, tes prochains rêves? Même si c'est quand même exceptionnel. Tu te rends compte de là où tu en es aujourd'hui. T'as 20 ans. T'es russe malien. T'habites même pas en France, donc c'est beaucoup plus compliqué pour toi. Il faut le dire. Non, mais c'est la réalité. Pour trouver des clients en France, tu as réussi cette étape. T'as un niveau de chiffre d'affaires qui est exceptionnel. Et on n'a pas tout dit aujourd'hui. Pour ton âge et pour là où tu te trouves, quelle est la suite pour toi? Vrai. Oui, c'est vrai quand même qu'il y a cet effet waouh où, tu sais, quand tu gagnes en euros mais que tu vis en roubles, là, par exemple, de tête, mon salaire, c'est quoi? C'est 400 000 roubles. Et pour que tu cherches un peu, ici, un dev senior, et quand je dis senior, les gens, ils blaguent pas ici, c'est genre 10 ans d'expérience, c'est 100 000. Moi, je gagne 4 fois le salaire d'un dev senior. J'avoue qu'il y a un peu cet effet waouh. Maintenant, après moi, je suis assez posé avec tout ce qui est argent et autres. Maintenant, pour revenir un peu à ta question, quelle est la suite? En vrai, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que moi, je veux faire, que j'aimerais faire. Donc, on va plus découper ça à court terme, moyen terme et long terme. Donc, disons que à court, moyen terme, là, ce serait de me spécialiser. Parce que là, actuellement, je suis un peu un dev full stack. Je touche beaucoup du front, beaucoup du back. Mais dans ma vision du marché, après, je peux me tromper, ça sera plutôt d'actualité. Moi, je pense que dans le futur, le métier de dev, en fait, il y aura d'un côté on va dire les généralistes, donc des gens qui sont en mode, ok, je peux te faire un back, je peux te faire un front, et je peux aussi te faire du café. Et il y aura de l'autre côté des gens qui seront spécialisés dans un domaine, et dans un domaine pointu, et qui, au final, pour moi, c'est eux qui, s'ils se vendent bien, qui pourront le mieux gagner. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que avec le temps, les technos nous allègent
beaucoup notre travail. Genre, aujourd'hui, par exemple, si tu veux coder une API et une API React, tu as Next qui t'offre directement donc la possibilité d'avoir une API sans la setup. Donc, en gros, même, je sais, ça peut prêter sujet à débat, d'ailleurs, même, bonne chance, dans les commentaires. mais en gros, ce serait vraiment, genre, de me spécialiser, dans un domaine, qui m'aime. Et donc là, pour être plus précis, moi, ce serait plus en tant que dev back dans les microservices, et dans le cloud. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc ça, c'est, on va dire, à court moyen terme, et aussi gagner de l'expérience, et continuer sur cette lancée. Et à long terme, je dirais, ce serait en vrai d'ouvrir sa boîte, d'ouvrir sa propre boîte. Et je me souviendrai plus du nom, mais tu avais interviewé, je fais l'offense de ne plus connaître son nom. Tu avais interviewé une personne qui en fait avait sa société avec des amis. Et au final, eux, ils faisaient les projets de startup de A à Z. Je ne sais pas si tu te souviens de lui. Tu parles de Anthony Huckmes sur son projet SaaS Photo Studio? Non, je parle d'un dev freelance qui a sa société avec ses amis, 3 ou 4, et qui, ils sont, genre, ils handlent les projets de A à Z. Non, tu ne sais pas de lui. Bon. C'est la honte, c'est moi qui l'ai interviewé. Alors, c'était peut-être un vieux podcast, alors. Oui. Et donc, pourquoi je te parle de lui, en fait, parce que moi, je sens que ce modèle, ça pourrait me plaire. Le sens où avoir, pas que Samake Tech avec que Samake dedans, mais avec des amis, que je verrais plus comme des collaborateurs, et aller donc se nicher dans un domaine qui est plus des startups, pour justement faire le projet de A à Z, donc offrir tout un accompagnement. Et donc, ça, en vrai, c'est long terme. Ça, je sais même pas si c'est faisable et comment je vais le faire, mais je vais trouver une solution. On trouve toujours une solution. Et donc, oui, c'est ça. Alors, en gros, c'est de se former, monter en compétences, et à terme, ouvrir sa boîte et continuer en mode digital nomade, si on peut appeler ça comme ça, dans le sens où on vit où on veut. C'est très ambitieux, hein. Honnêtement, avec tout ce que tu as accompli pour ton âge, je pense que tu vas y arriver, non? Ah, si je continue comme ça, ouais. Après, je laisse. L'avenir nous le dira. On refera un podcast à ce moment-là. Exactement. Et on en rediscutera. Surtout que là, il y a mon client actuel qui me propose de me déplacer en France, ce que je suis encore ce que je pense accepter, ce que j'accepterai, sans doute. Donc, à voir, beaucoup de choses à venir. Est-ce que quel est le message que tu donnerais, tu vois, aux gens, peut-être à des gens qui souhaitent se lancer en freelance et qui habitent en France, ou des gens, tu vois, qui sont freelance, mais qui n'ont pas forcément cette dynamique, ce feu intérieur, tu vois, d'aller chercher le travail, de se donner à fond, de prendre des risques comme tu as pu le faire. Si tu pouvais leur dire quelque chose pour les motiver, tu vois. Pour les motiver, attends, je réfléchis. Ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je dirais donc à un ami? En vrai, je pense que je sais pas si c'est un bon conseil, mais je dirais c'est d'abord d'être clair sur ce que tu veux toi. Parce que en fait, si tu te presses pour aller chercher des clients, mais qu'au final, en fait, si tu procrastines, c'est qu'il y a une raison à cela. Okay? Donc, ça veut dire que tu n'es pas clair dans ce que tu veux. Et donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est d'abord éclaircir cette question. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et quand tu trouves cette réponse, en fait, ça va te donner l'énergie et la force pour faire. Donc, c'est un peu cliché Elon Musk, mais on garde ça. Super. Merci beaucoup Mamadou. Je vous invite à vous abonner au podcast, à vous abonner surtout à la newsletter qui va bientôt sortir, qui va être complètement refaite. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.